Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Nous sommes en direct du Mans. Eh bien non, au Mans, il n'y a pas que les 24 heures du Mans. Au Mans, il n'y a pas que les rillettes du Mans. Il y a un lieu extraordinaire où l'on restaure des guitares. Grâce à un magicien, le magicien aux mains d'argent, pourrait-on dire, aux doigts magiques, qui s'appelle David Pichot, qui est guitariste, qui est chanteur et qui consacre sa passion de toujours, la restauration de guitares vintage, enfin guitare, on peut dire aussi parfois basse, puisque j'en ai vu dans l'atelier qui s'appelle l'Hirondelle. L'Hirondelle Guitare, l'atelier s'appelle. Et il a commencé, ça fait 15 ans maintenant qu'avant il réparait il s'est exercé sur des ukulélés, sur des guitares, enfin un peu tout ce qui lui passait entre les mains. Et puis, eh bien, c'est devenu une véritable passion, plus qu'une passion, une raison d'être, une raison de vivre. Et j'ai eu la chance de le rencontrer dans son atelier, où il n'était pas tout seul, puisque derrière un homme, il y a toujours une femme, et son épouse s'appelle Charline, qui l'accompagne dans cette aventure de l'Hirondelle Guitare. Alors, une interview avec David, portrait sensible. En fin d'interview, eh bien, rencontre avec son épouse Charline, bien évidemment. Et puis en troisième interview, eh bien, Paul Peterson, qui nous vient pas très loin de Manchester et qui est guitariste, musicien, batteur, enfin musicien multiple, et qui accompagne David Pichot, puisqu'ils ont un groupe ensemble. Ils vont vous en parler mieux que moi. Alors, vous aurez droit de la musique, des reprises, puisque dans cet atelier l'Hirondelle Guitare, eh bien, il y a des live sessions que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et il y en a une, puisque j'étais présent lors du concert, mais pas pendant l'enregistrement de cette live session, puisqu'il y a eu un concert qui a eu lieu dans la brasserie 72 avec Super Bravo. Et donc vous aurez droit d'écouter un tout petit bout de cette session, puisque ce sera Les Oiseaux Bleus avec Super Bravo. Ah, que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir, et vous dit bonjour. Alors, je me retrouve toujours dans cette ville du Mans, et c'est bien parce que souvent, pendant longtemps, le Mans a été associé aux voitures, à la rillette. Mais il se passe maintenant des choses extraordinaires. Je viens de quitter le Samuel Chauveau, que je dise pas de bêtises, qui est le directeur, surtout le libraire de BD au Mans, et qui est une vraie révolution que j'ai connue quand il était dans le Vieux-Mans. Voilà, et donc cette ville bouge et se régénère, et là j'ai de la chance d'être avec David. Alors quel est ton nom de famille, David ? Pichot, David Pichot. David Pichot. Alors, on est là entouré de guitares, mais on va partir plutôt d'un peu plus loin. Au niveau de l'enfance, tu viens d'où, toi ? Je suis une origine. Alors, comme Michel Drucker, le micro, pardon, attention. Voilà. L'enfance, je suis né en région parisienne, mais arrivé très tôt dans le département de la Mayenne.
Donc j'ai fait toute mon enfance en Mayenne, mes études à Rennes, et puis après je suis parti un peu plus travailler Ouais. ailleurs. Alors, la présence de la guitare dans l'enfance, là, qu'est-ce que ça a été? Est-ce qu'il y a eu des chocs? Est-ce que Nirvana, enfin je sais pas, on parle de gros groupes comme ça, est-ce qu'il y aura eu Bah, quelques forcément, ouais, groupes c'est qui... les années 90 pour moi, donc oui, c'est toute la période du grunge quand même si j'écoutais autre chose aussi à l'époque, mais il y a quand même les guitares, c'est quand même la scène rock de Seattle, et puis après le grunge, toute la période aussi lo-fi. Donc oui, des guitares plutôt, des références plutôt américaines, anglo-saxonnes en général, mais pas seulement. Alors est-ce qu'il y avait des camarades de classe avec qui on se disait putain t'as pas écouté ça? Oui, si, souvent. Ouais, Mm. souvent. Souvent, mais finalement, moi, je commençais, en fait, au lycée, j'étais un peu tardif. D'autres étaient très tôt, comme ça, branchés musique et très spécialistes. Moi, ça m'est arrivé. D'abord question, est-ce qu'on écoutait beaucoup de musique à la maison? Oui, quand même, ouais. Oui, quand même, j'avais quand même les albums, quelques vieux vinyles que mon père avait gardés aussi. Donc, il y avait quand même... Mon père jouait de la guitare aussi un petit peu, mais... Pas énormément, mais c'est vrai que c'est pas une famille où on écoute tout le temps de la musique, mais quand même, quoi, il y en avait. Bon, alors on parle d'un papa, comment s'appelle-t-il ce papa? Jean-Luc. Jean-Luc qui a une guitare entre les mains. Quand on est enfant, est-ce qu'on a aussi envie d'avoir cette guitare entre les mains là on est bientôt à Noël. Il y a les calendriers, là, Ouais. pas les calendriers, mais ce qu'ils mettent en publicité, on appelle ça des catalogues. Catalogues de Noël arrivent. Ouais. Est-ce que tu feuilletais, tu disais putain, je veux cette guitare, on appuie sur les boutons là. C'est vrai que moi je préférais une guitare que plein de petits cadeaux, quoi. Non, c'est cher, ouais, mais c'est quand même une guitare que j'aimerais bien avoir. Mais oui, ça commence comme ça commence ado, en découverte, et puis et finalement je crois que je suis tombé un peu plus, j'ai creusé un peu plus la question après le lycée finalement. Même dans les styles, les groupes alternatifs et tout ça, j'y suis allé petit à petit, quoi. D'accord. Alors donc cette première guitare, comment était-elle? Moi c'était Une classique, Non, je veux dire une non. folk ou une électrique tout de suite avec un ampli là Une électrique, je crois. C'était une type Strat, une Samick, je crois, type Stratocaster. qu'on achète. Qu'on achète quasiment avec le pack. Je me demande si j'avais pas eu un ampli avec ou si j'avais pas acheté l'ampli dans un magasin. Ouais, c'est ça. Dans quelle ville? Laval, je crois. Laval, ça remonte à loin, ouais. Laval, je pense que ça devait être Music Center à Laval. Bon, j'imagine. Et après, une guitare acoustique, voilà, d'occasion. Donc au niveau de la guitare, on apprend tout seul en autonomie complète, ou on a quelques copains, ou on va prendre des cours justement, Music Center proposer peut-être des cours. Comment ça se passe cet apprentissage? Ou le papa? Tout seul avec les copains, mon père qui me montrait quelques positions d'accords aussi, des choses simples, mais sinon les copains au lycée, les tablatures, les guitares partent à l'époque, puis on essaie de récupérer, de rejouer les morceaux qu'on aimait bien. Ouais. Quoi. Est-ce que Jean-Luc jouait live? Non. C'était vraiment qu'à la maison? Oui, c'est ça. Finalement, il s'y est remis plus une fois que moi je m'y suis remis. Je m'y suis mis en fait, parce que sinon il jouait peu à la maison. Ouais. D'accord. Alors, on monte un groupe. On verra là tout à l'heure, on fera une interview aussi avec Paul. Voilà, qui a la batterie et toi qui a la guitare au chant. Mais à cet âge-là, c'est quoi cet âge-là où on commence à monter des groupes là, c'est quoi? C'est les premiers groupes ans de lycée, ouais, c'est ça, c'est 17 ans, c'est les premiers groupes de lycée. C'est les influences mélangées qui vont du rock au ska, rocksteady, parce qu'à l'époque il y avait aussi toute une vague un peu comme ça, rocksteady ska, toutes les influences un peu mélangées que tu maîtrises pas trop et que ça sort comme ça vient, mais tu te fais plaisir entre copains et c'est les premiers groupes. Ouais. Je jouais de la basse dans les premiers oui, c'est ce que tu disais, voilà, tu jouais de la basse. Ouais. Mais alors, attends, guitare, mais alors pourquoi basse finalement? Parce qu'il faut un bassiste dans un groupe. Donc du coup, t'étais puni, et donc voilà, alors la basse, on en trouve où une autre basse aussi? On va au Music Center, non? Aucune idée. Non, je crois d'occasion, j'ai dû l'arracher d'occasion à quelqu'un, mais je me rappelle même plus. C'était une basse pas terrible, mais bon, qui faisait... Bon, qu'est-ce que c'est que ces sensations là de jouer pour la première fois en live devant un public? Est-ce qu'on est à l'aise ou pas? Ouais... Bah non, enfin oui, non. Oui, on est content de le faire, mais non, on n'est pas très à l'aise. C'est toujours un peu approximatif, mais... Ouais, c'est les débuts, quoi. C'est l'adolescence, puis c'est plutôt un projet de copains. On est content de se voir pour jouer, faire du bruit. Et puis c'est les premières chansons aussi, c'est les premières compos, je pense, où on s'essaye à la composition. Bah, est-ce que c'est évident justement de composer? Parce qu'une chanson, c'est du son, mais c'est aussi des mots. Alors, ouais. Quel était ton rapport aux mots? Les cours de français, là? Ouais, bah... Mon rapport aux mots, c'est plus...
Oui, il y a une nécessité d'écrire forcément des paroles, et puis il y a un jeu qui s'installe petit à petit, je pense. Au début, c'est les premiers textes comme ça, parce qu'il faut bien faut bien chanter quelque chose. En français, en anglais? En français, ouais. Ouais. Et puis petit à petit, il y a une gymnastique, il y a un jeu aussi avec les mots. Bon, alors on parle de français, c'est pas rien de chanter en français, hein, parce je rencontre différents artistes qui sont des fois plus vers l'anglais, et c'est plus facile de cacher ses sentiments, ça dépend de ce dont on parle. Si on veut faire une chanson de guerrier, c'est autre chose, mais en tout cas, les sentiments, pour cacher les sentiments, c'est plus facile l'anglais. Et alors, on va arriver dans quelques temps à pourquoi on est là dans ce lieu-là, un petit peu caché dans le Mans, mais il y a un chanteur et un musicien français qui s'appelle Jean-Louis Aubert. Est-ce que tu écoutais Jean-Louis Aubert oui. Dans cette période-là, tu parles de justement chanter en français. Est-ce que Téléphone était un groupe qui a compté quand même pour toi? Oui, c'était c'était un groupe rock français très présent en fait aussi dans ces années-là, forcément incontournable qu'on a écouté, mais qui déjà avait eu des gros succès avant, quand j'étais encore un peu gamin même. Donc oui, ça faisait partie du paysage musical, et une version aussi un peu rock, un peu plus déchaînée aussi parfois sur scène. Avec tes copains, est-ce que vous faisiez des reprises justement? Pas trop, non. Pas trop. Non. Création tout de suite, allez hop. Ouais, oui, je crois. Mais ça m'a jamais trop branché, les reprises. On a dû en faire une ou deux comme ça, mais je me rappelle même plus de quoi. Bon, alors, passe ton bac d'abord, David. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce on est encore une fois dans ce lieu, on va plus préciser tout à l'heure, mais il y a un côté très technique. Oui. Alors, ça vient d'où, ça? C'est Jean-Luc ou pas, ça? Non, ça vient d'où De vouloir démonter tout, là? Non, gamin, déjà, je le faisais un peu, mais j'étais pas forcément très doué. J'avais des copains qui, par contre, eux, étaient très manuels et avaient cette intelligence-là, avec qui je traînais tout le temps. Moi, j'étais un peu à la traîne par rapport à eux, je pense. Et puis moi, c'est la filière, c'est les années aussi où tu dis, allez, t'es pas mauvais à l'école, donc tu fais le lycée, tu passes le bac, après tu fais des études supérieures. Donc je suis parti comme ça, et puis j'étais intéressé par l'image, par l'audiovisuel, par l'art et tout, donc je suis parti dans des études supérieures plutôt artistiques, quoi. D'accord, mais donc, alors tu restes toujours à Laval, tu quittes Laval, comment ça se passe? C'est Rennes après. Rennes, c'est licence d'histoire de l'art, art du spectacle, c'est vraiment une formation plutôt... Quelle année quand tu arrives sur Rennes à peu près? Oh là là, attends, bac 97, je crois. Donc c'est ça, 97-98, tu vois, j'arrive sur Rennes à Villejean, en fac d'histoire de l'art et d'art du spectacle, ouais. Et je fais 3 ans. Pour me rendre compte que d'une manière générale, l'art et la création, ça m'intéresse, et l'analyse aussi de l'image et tout, ça m'intéresse, mais en fait je me fais suer, quoi. Être assis en cours, c'est compliqué, et à côté de ça, je travaille pendant les vacances dans un centre pour des personnes en situation de handicap, déficience intellectuelle, et je fais mes premières armes en fait là-bas, et ça me plaît en fait. Alors, quelles armes? Dans le médico-social en fait, dans la relation, dans le métier de la relation, et qui mobilise un petit peu plus, je pense, le corps et l'esprit. Et ça m'intéresse de travailler dans le social, de travailler dans le handicap, c'est un milieu qui m'intéresse pas mal. Voilà, et j'y trouve un peu plus de sens en fait, et de motivation que des études supérieures. Donc je boucle ma licence, et à la fin de ma licence, je commence quand même un peu avant. Je commence un peu à bosser dans la médiation culturelle. Je m'ennuie profondément. Et puis, comme j'aime pas m'ennuyer, au bout d'un moment, je dis hop, je repars faire un remplacement dans le médico-social. Et puis, j'y reste un peu plus longtemps que prévu, quoi. Donc là, après, c'est le départ en banlieue parisienne, hein, c'est ça? Alors, un peu, oui, c'est ça. Dans le 9-1? Ouais, c'est ça. Non, pas 9-1. Dans le 77. Ah, le 7-7. Dans la Seine-et-Marne, ouais. Donc premier boulot dans le médico-social, après rapidement on se déplace, déménagement dans la Seine-et-Marne. Et là, je suis ma compagne qui a été mutée en région. Alors quel nom de ta compagne? Charline. On va parler un petit peu. Quelle date de mariage à peu près là? La date de mariage, là on est dans les années 2000. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, tu m'as dit, c'est vrai en plus. On est dans les années 2000 quand on se rencontre, on se rencontre un peu avant, mais on est vraiment ensemble dans les années 2000, et on se marie le 18 octobre dernier, 2025. Donc voilà. Il n'y a pas longtemps du tout. Non. Just married. Voilà. Alors,
toutes ces années-là qui t'éloignent un peu de la guitare, qu'en est-il est-ce qu'il y a déjà une ébauche de ce qui va devenir et ce qui nous fait nous retrouver ce matin ici Ouais. Si, ça commence parce qu'on part en région parisienne et je prends un poste alors, dans le médico-social, mais d'animateur musical dans un centre, un foyer de vie en fait, pour personnes en situation de handicap psychique et intellectuel. Et là, toute la journée, en fait, je fais de l'accompagnement, mais à travers la musique. Donc, comme je fais aussi de la musique à côté, donc je mets en place des ateliers, des projets autour de la musique et de la médiation avec des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est la première approche. Et comme ça, c'est un moment où je commence à m'intéresser aussi un peu à la fabrication et aux guitares anciennes, je commence à faire venir des guitares, enfin racheter des guitares d'occasion, faire venir des guitares des États-Unis qui me plaisent. Et quand elles arrivent, elles sont souvent en mauvais état. Donc c'est là qu'il y a un garage, hein, c'est ça qui Ouais, c'est intervient ça. là. Oui, c'est ça. Et dans le garage, je commence à faire en sorte que ces guitares anciennes des années 60 qui m'intéressent Donc soient un garage jouables. qui se transforme en atelier. Il n'est plus Ouais, possible de faire oui, rentrer une voiture là. Non, ça devait être petit à l'époque. Ça devait pas prendre trop de place. Puis c'était aussi sur la table de la cuisine, je pense. Donc 2 ateliers. Oui, c'est ça, donc 2 ateliers, ouais. Et donc je commence à faire ça et je commence aussi à m'intéresser aux cigar box guitare, cigar box ukulélé et je commence à en fabriquer. Alors souvent c'est très précaire, c'est un tasso ou un manche à balai avec qui traverse une boîte à cigares et 2 cordes ou 3 cordes, quoi. Et puis comme je suis un peu jusqu'au boutiste... Mais attends, parce qu'on va un peu vite, parce que c'est quand même pas rien. Je veux dire, tout le monde n'est pas... D'abord, il faut de l'imaginaire pour inventer après ce que tu veux inventer, en tout cas avec ces formes-là, mais surtout le côté technique. Ça s'apprend comment, ça? Surtout que tu n'as pas pris de cours. Ouais, ça s'apprend en se documentant, en retrouvant des plans anciens de guitares ou plus récents, en lisant aussi quelques bouquins, en suivant des luthiers aussi qui sont à cette époque-là, qui font des travaux de ce genre. Comment je sais même plus, en fait, vraiment en me documentant. Puis le mot plaisir, Mm. le mot plaisir de trifouiller là, ces bébêtes là. Ouais. Mais oui, c'est que c'est aussi une activité qui est manuelle et intellectuelle et qui est apaisante, quoi. Moi, à côté de mon travail, ça a toujours été un équilibre, en fait, de travailler sur les instruments, de travailler sur des guitares. Et à l'époque, je l'intègre un peu dans mon boulot parce que même je commence à monter des ateliers de fabrication de cigar box, ukulélé, tout ça, dans le foyer de vie dans lequel je travaille. Et donc ça commence à se développer un petit peu comme ça m'intéresse. Et puis après, je creuse le sillon, quoi. Et je vais un peu plus loin. Bon, il y a un moment où y a comment dire, on est près d'une falaise, on en parlait il y a quelques jours, et puis on commence à réfléchir à des choses, on a des enfants qui grandissent aussi, et puis il y a peut-être un cadre de vie qu'on voudrait changer. Ouais. Comment tout ça se met en place? On va passer la parole à Charlène. Charlène, hein? Charline, Ouais. qui est à côté là. Qui attend, voilà. Alors c'est à toi maintenant. Bah C'est oui, à parce moi. que c'est pas rien. Pour réussir une aventure, vous êtes un couple, et ça serait dommage quand même il y a toujours une femme derrière un homme. Ah non, non, oui, Voilà. c'est ça. Mais en tout cas, d'être accompagné, ce qui est pas rien, puisque ça détermine un choix de vie, et après ça devient aussi, ça peut devenir, comme ça le devient un peu en ce moment, un projet commun. Mais en tout cas, faire confiance à l'autre et de trouver qu'effectivement il y a un épanouissement. Et on pourrait peut-être l'accompagner vers ce chemin-là, tout en trouvant son compte aussi, et tout en trouvant un équilibre, parce que vous êtes aussi des parents, et il faut que tout ça aille dans la marmite, on secoue tout ça, et puis on arrive à trouver une forme de joie, d'équilibre. Je crois que ça s'est fait assez naturellement en fait. Alors comme Michel Drucker, le micro. Ah hein. pardon. Ouais. Je crois que ça s'est fait assez naturellement en fait. C'était nécessaire pour David d'avoir ce temps-là. D'autres vont faire du sport ou David c'était la musique, donc c'est ce besoin de lui laisser l'espace-temps pour à la fois créer, à la fois travailler sur les instruments, apprendre. Donc puis finalement le milieu musical, voilà, c'est chouette. Hein, on a appris Charline, plein de c'est quoi ton rapport à la musique, toi, depuis l'enfance? Est-ce que les parents jouaient de la musique, par exemple, jouaient d'un instrument? Est-ce que toi, il y tu as avait pratiqué? Non, moi j'ai fait une année de solfège en CP. Et, Ça, bon, c'est le cauchemar, c'était ça. pas- Mais ouais, donc, c'est ça. il n'y a pas l'instrument en tant que tel dans Non, les mains, quoi. Non, Ouais. non, jamais. Il y avait une vieille guitare qui traînait à la maison.
Ah oui, ma mère faisait de l'accordéon. C'est Ah, vrai. le prénom de ta maman. Nadine. Nadine, c'est pas rien, celle Ouais. d'accordéon. Mais elle jouait pas finalement, elle s'y est remise sur le tard là, enfin elle s'y remet presque maintenant, mais non, mais puis il y avait des cassettes qui traînaient, mon père qui était fan des Beatles, qui mettait ça dans la voiture, Bob Dylan, voilà, mon père qui chantait un peu, enfin voilà ce goût, mais pas prononcé pour la musique forcément, quoi, mais voilà, des choses qu'on écoutait à la maison, mais... Bon, alors, est-ce que tu participes aussi à ce basculement là? Toi, tu étais plutôt dans l'éducation nationale, c'est ça? Ouais, moi, quand on s'est rencontrés, j'étais surveillante dans un collège. Après, j'ai passé le concours de CPE que j'ai obtenu en 2004 et d'où notre mutation en région parisienne il y a 20 ans. Enfin, ma mutation et David m'a suivi. Et puis, dans les années 2011, 2010, enfin, après 6 ans en région parisienne, j'ai redemandé ma mutation dans les Pays de la Loire et on est arrivé sur Le Mans, en fait. C'est comme ça qu'on est arrivé ici. Et puis on s'y établit, ça fait 13 ans et on y est bien, on s'y plaît. Donc, il y avait cette idée-là, comme ça, d'arrêter un métier, de trouver un lieu. Tu l'as accompagné, on est dans un lieu magnifique. On voit que c'est toi tu m'as dit que c'est toi qui avait fait le choix du papier peint, la couleur des murs, tout ça, comme ça. Donc. En fait, ça s'est passé parce que David a été dans le médico-social longtemps. Et puis, il y a 3 ans, 4 ans, ras-le-bol. Alors moi, j'étais aussi en transition. Je passais le concours de chef d'établissement. David, voilà, et voulait quitter ce chef d'établissement du médico-social. Donc, ouais, c'est ça. Il était directeur d'une maison d'accueil spécialisée en Mayenne. Et voilà, la charge mentale, l'environnement, enfin, voilà, nécessité presque vitale, enfin, question de survie, de se dire, allez, je fais autre chose. Donc, les enfants grandissant, mais étant à la maison, et nos conditions de vie faisaient que c'était possible d'essayer. Donc, on s'est dit, c'est maintenant. Donc ça veut dire adieu l'atelier cuisine, adieu l'atelier garage, ayons un vrai lieu. Non, alors ça a commencé à la s'installer. maison. Déjà quitter le médico-social pour monter son entreprise. Ok, d'accord, on le fait où? À la maison. Donc ça a duré 18 mois à la maison, sur la table de la cuisine. De toute façon, c'était l'habitude, hein, la table de la cuisine. Voilà, et puis l'activité se développe, les clients qui viennent de plus en plus à la maison, les tiroirs des placards, Ah enfin, oui, les tiroirs, l'anecdote, s'il te plaît, les des tiroirs. les tiroirs du buffet où on met tout le boui-boui qui se vide et qui, quand on ouvre, on trouve des outils. Bon, là, ça a été le moment charnière où on s'est dit non, c'est où on a une maison, où on a un atelier, mais on n'a pas les deux. Donc, j'ai pris les choses en main. Là, on va contacter des gens et puis on va aller visiter des locaux. Et puis, on a visité des locaux qui ne nous convenaient pas et le lieu où on est aujourd'hui était déjà notre bar préféré. Alors, on se trouve où? C'est justement On précisément se trouve là. à la brasserie 72. Deuxième Au étage. deuxième étage de la brasserie 72, rue du Docteur Leroy. Et en fait, après cette journée de visite, on est venu boire un coup sur la terrasse. Et c'est là où, avec Paul d'ailleurs, qui était là déjà ce jour-là. Et on rencontre Max, un des gérants de la brasserie, qui nous explique qu'il y a là, le deuxième étage est disponible actuellement, qu'il cherche des locataires. Et voilà, et de fil en aiguille, on rencontre, David rencontre les propriétaires, ça match. Et on s'installe ici, tu t'installes ici il y a 18 mois. Presque 2 ans maintenant. Et ça fonctionne. L'activité gagne en ampleur. Donc l'idée, c'était quand même de recréer un lieu qui... comme les gens venaient à la maison, il fallait qu'ils se sentent à l'atelier comme à la maison. On a l'impression d'être à la maison, Donc, effectivement. Là, on est sur on dit quoi? On est sur un établi, là. C'est ça, là, voilà. Et puis, il y a un canapé... Oui, Charline, tout ça, hein. Et la table de je sais plus qui, tu as dit hier. De Mémé Paulette. De Mémé Paulette qui est là, il y a des tapis au sol, et puis donc autour de nous, là on revient avec David, donc des basses, des guitares, et donc toujours ce plaisir de regarder, de fouiner sur Internet, de dire ah tiens, il y a ça m'intéresse, je le fais venir de je sais pas d'où du monde, et hop, je le récupère, et hop, je le retransforme, Ouais. ou je lui redonne une vie. C'est ça. En fait,
C'est aussi un désir de musicien à la base, c'est que, comme je disais, j'ai commencé à faire venir des guitares des États-Unis parce que j'avais envie d'essayer des guitares qui me faisaient rêver, que j'avais entendues sur des albums et qui étaient un peu atypiques, quoi, qu'on trouvait pas forcément en France et même difficilement en Europe. Et c'était compliqué de trouver un endroit où on pouvait essayer ces guitares en France et pouvoir les comparer. Parce que des fois, on se fait envie d'une guitare, on se dit, ah, tiens, ça va être génial comme guitare, il me faudrait ça. Puis quand on l'a en main parfois c'est très très bien, mais ça ne nous correspond pas du tout. Et c'est bien de pouvoir essayer à côté une guitare différente et parfois même se faire surprendre. Et j'avais envie de recréer ça. Comme disait Charline, d'avoir aussi un endroit qui est proche de la maison, un endroit un peu convivial, un atelier aussi un peu à l'ancienne. Avec des établis, des outils à main, voilà, où on travaille sur place, c'est pas juste un shop, mais aussi un endroit où on pourrait avoir des guitares différentes, un peu du monde entier, et atypiques, qu'on peut essayer, qui sont en état. Alors, est-ce que tu peux préciser un petit peu qu'est-ce que c'est que ces guitares du monde entier? Qu'est-ce qu'il y a comme différence de sonorité, moi qui n'y connais rien? Alors, il y a plein de différences. Enfin, il y a des guitares, comment dire, qui sont fabriquées différemment. Les micros sont fabriqués différemment. La lutherie est différente entre des guitares qui viennent d'Allemagne, par exemple, des guitares qui viennent Donc, ce serait du des bois, Pays-Bas. Alors, c'est la conception, c'est à la fois le bois, c'est la façon dont elles sont construites, avec caisse ou sans caisse, la façon dont sont fabriqués les micros. Et ils ont des signatures sonores qui sont différentes. Donc ça, c'est des modèles qui ont impacté l'histoire de la musique. Parce qu'en fait, et je donne l'exemple par exemple des petites guitares de blues. Quand on écoute des vieux enregistrements de blues, il y a une sonorité très particulière des guitares sur ces enregistrements. Et c'est des guitares, alors pas toutes bien sûr, mais souvent on peut retrouver des guitares qui étaient des guitares assez populaires, qu'on pouvait trouver, c'était le début de la démocratisation de la musique. On pouvait commencer à les trouver sur les catalogues dans les années 60, les catalogues de vente par correspondance, dans les épiceries aussi, dans les petites villes. Donc des musiciens qui n'étaient pas très fortunés, souvent commençaient et continuaient même des fois avec ces guitares-là, soit des guitares un peu fabriquées, soit des guitares un petit peu low cost, on dirait maintenant. Il a commencé avec quoi, Johnny Cash? Ah, Johnny Cash, je sais pas avec quoi il a commencé, mais c'est probablement des guitares américaines aussi populaires, comme les marques, j'imagine, Harmony et autres. Après, il jouait sur Martin beaucoup, mais au début, je pense que quand il était jeune, il a dû commencer avec ce qui était disponible. Mais c'est un peu pareil pour tout le monde. Nous, ce qui était disponible, enfin nous, plus dans les années 60, moi j'y étais pas, mais 60-70, c'était plutôt les guitares européennes qui étaient disponibles à la vente. Et comme les Beatles d'ailleurs, jouer au début sur des guitares allemandes ou hollandaises. C'était des guitares qui étaient accessibles. Les guitares américaines étaient plus dures à trouver. Donc elles ont marqué l'histoire de la musique, elles ont marqué des albums. Et quand on écoute des albums maintenant, des Beatles, ou des albums de soul, ou des albums de blues, il y a des sonorités particulières. Et la guitare est très importante parce qu'elle sonne vraiment différemment. Et ces petites guitares de blues, par exemple, on a des petites harmonies Stella, ce qu'on appelle des parlors, qui sont fabriqués en bouleau, qui sont un petit peu cheap, mais qui ont cette sonorité un peu métallique, un peu dynamique. Et si on veut retrouver ce son-là, c'est quand même pas mal d'avoir la guitare qui match avec l'époque. Pareil dans les groupes de soul, on a vu récemment, il y a quelques années, les Dap Kings, groupe qui tournait vraiment dans un registre un peu soul, etc., avec des sonorités, des instruments, des amplis, des effets, des guitares vraiment des années 60. Il y a une signature sonore importante. Donc c'est ce qu'on essaie de retrouver. Quelle est la plus vieille guitare? Tu parlais de ces bluesman. Est-ce que tu as pu, je sais pas, avoir entre les mains une vieille guitare comme ça? Et deuxième question, est-ce que les guitares ont une âme? C'est aussi ce qu'on va rechercher. Alors oui, j'ai des guitares des années 40, 50. J'en ai souvent qui passent, ou des années 60, j'en ai souvent qui passent à l'atelier, qu'il faut régler, restaurer parfois, optimiser. Est-ce qu'il y a une émotion, David? C'est ce qu'on recherche quand même, parce que une guitare, il y a plusieurs choses. On peut l'envisager comme un outil. Et pour ça que pas trop faire de discrimination, avoir d'a priori. On peut sortir de très belles choses d'une guitare un peu, je dirais, lambda. Après, c'est un outil d'expression. Par contre, il y a un dialogue quand même qui se fait avec l'instrument pour certaines personnes. Certains, ils sont pas sensibles. D'autres, ils sont peut-être plus sensibles.
moi je le suis assez, sur ce que nous renvoie aussi la guitare. C'est-à-dire que déjà il y a un contact physique avec l'instrument. C'est les guitares des années 60 par exemple, ou 50, c'est pas les mêmes vernis, donc c'est pas le même toucher. C'est pas la même sonorité tout à fait qu'une guitare qui est faite actuellement. C'est pas les mêmes profils de manches. Donc il y a un rapport déjà physique à l'instrument. Et puis, il y a une évolution aussi des composants, des bois, des micros, des aimants, qui font que les sonorités, une électronique qui était différente aussi à l'époque, qui font que les sonorités sont légèrement différentes dans les fréquences. Ça réagit. Et après, c'est ce dialogue entre le musicien et l'instrument, ce que va lui renvoyer l'instrument, qui est intéressant, et aussi la part d'histoire qui compte aussi, qui est là très subjective, mais qui compte, je pense, aussi dans le rapport qu'on a à un instrument et le rapport qu'on a à la création. C'est comment l'instrument va nous inspirer, qu'est-ce qui nous inspire, est-ce que ça nous porte de savoir que c'est un instrument qui a dû passer entre pas mal de mains, qui a dû jouer aussi dans les années 50, qui a déjà des traces de vie, etc. Alors oui, c'est du symbolique parfois, mais c'est aussi, quand on est dans une démarche de création, quand on est dans une démarche de jeu simplement, ça compte en fait. Et ça permet des fois d'aller plus loin, de trouver des choses différentes. Alors, donc encore une fois, on est dans un petit écrin ici. Qu'est-ce que ça a été d'avoir les premiers musiciens qui viennent? Alors, il y a les musiciens, on pourrait dire du coin, mais il y a deux choses. La question, c'est déjà effectivement qu'est-ce que c'est que d'avoir Jean-Louis Aubert qui débarque ici. Enfin, je veux dire, encore une fois, cet atelier est quand même tout récent. Oui. Et c'est quand même pas rien. Quelle réussite déjà, c'est-à-dire au niveau de ton savoir-faire à toi et qui n'appartient qu'à toi, parce qu'encore une fois, tu n'as pas fait d'école. Oui. Donc, tu as réussi à créer. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour ça que ça m'intéresse dans ce podcast de vous rencontrer tous les deux. C'est-à-dire comment on est, en faisant des pas de côté, en n'étant pas dans des trucs très précis, dont on n'a pas fait l'école de je sais pas quoi, on arrive quand même à s'en sortir parce que c'est notre singularité. Voilà. Et puis, donc, cette première question qui sera donc par rapport à ces artistes qui viennent chez toi comme ça, avec qui tu as même des contacts. On parlera aussi, on pourra aussi parler Jean-Louis Aubert, Matmata, puis peut-être d'autres aussi. Et puis aussi, tu m'as montré sur l'ordi, là, sur le Mac, là, la carte du monde, avec plein de petites épingles, avec toutes les guitares qui sont passées entre tes mains, et puis qui ont été envoyées un peu partout. Incroyable. Donc d'abord, la rencontre avec ces musiciens qui sont comme hyper pointus. Jean-Louis Aubert, je pense qu'on ne lui fait pas d'avoir une guitare, on va pas lui expliquer comment ça fonctionne. Voilà, il est là, il est heureux, et je crois qu'il est reparti avec une guitare. Oui, en plus, oui. Oui, c'est vrai. Je dirais que sur le côté autodidacte, c'est des années et des années en fait de travail, à insister, à se tromper, à recommencer, à se renseigner, à se documenter, à recommencer, etc. En étant un peu obsessionnel, du coup on développe quand même des compétences, et quand on fait ça pendant 15-20 ans, à un moment on arrive à être à peu près au bon endroit et à réussir à faire un travail, j'espère, de qualité. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se former, et on apprend tout au long de la vie. Donc, je continue encore d'apprendre tout le temps des choses, et ça, c'est super. Après, sur des artistes, je crois que c'est le fait aussi que on a voulu recréer avec cet atelier, un atelier un peu à l'ancienne, retrouver en fait cet esprit d'atelier vraiment artisanal avec les établis, on travaille dessus, et à la fois des guitares très spécifiques. Et c'est un peu une niche. Mais cette niche, c'est sur des instruments que des musiciens chérissent, des instruments que des musiciens recherchent. Donc ça ouvre aussi... Il y a moins de clients, je dirais, mais c'est des gens qui sont intéressés, motivés, qui ont vraiment cette envie. Et c'est la surprise, c'est la découverte, et c'est les références aussi, je disais, à des albums qu'on a écoutés, qui comptent dans notre vie d'artiste ou personnel. Donc je pense qu'il y a ces connexions-là. Après, je pense que la valeur un peu ajoutée, c'est que je travaille sur les instruments. Donc pour les musiciens, pro en particulier, c'est intéressant. C'est-à-dire que le marché de la guitare vintage, des fois on les achète entre guillemets un peu dans leur jus. Donc c'est compliqué d'en tirer le meilleur en studio ou en live. Moi j'ai pris le parti pris de travailler sur tous les instruments qui passent par l'atelier, de les rendre parfaitement jouables, justes, utilisables au studio ou en concert.
Donc ça les intéresse parce que quand ils viennent déjà, ah ok, c'est bon, ça joue. Après on accroche ou pas à l'instrument, ça correspond pas à ce qu'on recherche, mais là déjà, ok, ça marche. Et ça compte. Bon, alors 2 anecdotes. La première avec Matmata, là, l'un des musiciens de Matmata. Ouais, c'est Eric Digger qui est bassiste de Matmata, que j'ai rencontré parce que j'avais restauré, je crois que ça commence comme ça, j'avais restauré une vieille basse Hofner Hollow Body et il recherchait une basse de ce type-là. Et on a discuté un peu, on a échangé, et puis ça lui a plu, donc il l'a acheté, il l'a gardé, s'en sert encore, je pense prochainement, il va s'en servir prochainement d'ailleurs. Et puis finalement une deuxième aussi que j'avais préparée, une basse fretless, et puis après on est resté en lien, et puis ils avaient besoin d'une mandoline pour le gros concert qu'ils ont fait à la Core Arena, donc je leur ai trouvé une mandoline aussi vintage qui correspondait. Et voilà, on a La Core Arena, c'est où ça ? C'est ancien Bercy. Ah oui, non, oui, Ouais. c'est ça. Non, parce que je pensais que tu allais me parler. Non, parce que tu dis ça simplement comme tout ça était normal, en fait. Ouais. C'est pas la salle de concert au Mans. Ah non, c'est le gros concert pour les 30. C'est le gros concert pour les 30 ans. Donc c'est bien de préciser parce Oui. que. Oui, c'est le gros concert pour les 30 ans. Et donc c'est comme ça, et puis c'est quelqu'un d'adorable, et puis c'est une super rencontre, donc on est super content de le voir quand il passe, et j'ai eu la chance de pouvoir lui racheter aussi sa basse Rickenbacker, qui est là encore dans l'atelier, qui est vraiment un super instrument. Donc voilà, on garde des contacts. Après, Jean-Louis Aubert, c'est vrai qu'il était en concert la veille sur Le Mans, gros concert à Antares. Et puis, des musiciens de son groupe, plus de la première partie aussi, avaient repéré des instruments sur des annonces en fait, que je publie. Des instruments anciens, donc ils avaient eu envie de venir voir les instruments, et ils disent je viens avec vous moi. Et donc ils sont venus tous un jeudi matin ou mardi matin, je ne sais même plus trop, à 11h, et ils sont passés à l'atelier, et puis on a pu se rencontrer, essayer des instruments. Et jouer dans l'atelier, chanter dans l'atelier. Donc ils sont restés 1h30, je crois, à essayer, à tester. Donc Jean-Louis Aubert les a rejoints assez rapidement, en 20 minutes, une demi-heure. Et puis après, pareil. Il voulait plus sortir, quoi. T'étais obligé d'appeler la Ouais, sécurité. c'est drôle que, oui, c'était... Ouais, ils avaient leur bus, en plus, ils ont pris du retard, ouais. Mais c'était une belle rencontre, vraiment très, très simple, vraiment très simple. Une belle rencontre humaine. Et puis avec un côté très ludique de allez, on essaie des instruments, on joue, on chante dans l'atelier, et ça s'est super bien passé. Donc ils sont repartis avec 2 guitares ce jour-là. Bon, on va parler sangle maintenant parce que y a des magnifiques sangles. Est-ce que tu peux parler de la personne qui crée ces sangles-là ? Oui, c'est alors c'est Tom, la marque c'est Tom Vintage Strap. Il est musicien aussi, il est sur Strasbourg. Et il fabrique des répliques en France. Il fait lui-même de sangles des années 60. Donc les sangles, alors c'est un peu marqué, mais c'est les sangles qu'on voit sur les photos de, je sais pas, Led Zeppelin, Jimi Hendrix ou plein d'autres personnes dans les années, musiciens des années 60. Des artistes inconnus. Oui, c'est ça. Et qui avaient des sangles un peu sangle hippie, ou un peu sangle un peu flashy, et donc il fait des reproductions avec des tissus New Old Stock, des fois des tissus plus récents, mais souvent des tissus anciens, et avec des attaches en cuir de très bonne qualité en fait. Et c'est des sangles que j'aime bien avoir parce qu'elles sont typiques en fait aussi de l'époque, et parfois quand on a un instrument des années 60, on aime bien avoir la sangle qui match avec. Et ça c'est chouette. Et puis il travaille bien, et j'aime bien mettre en avant les artisans qui travaillent bien. Bon, autre particularité aussi de l'atelier, c'est qu'il y a un vrai gang au Mans, c'est-à-dire de compagnonnage, d'amis, de compétences, et il y a des sessions vidéo. Oui. Alors moi j'ai le souvenir, forcément quand on regarde YouTube, on tombe quelquefois, j'ai toujours été épaté. Alors on en a parlé avec Charline, puis ensemble tous les deux, tous les trois là, mais de ces sessions que je voyais dans une librairie, alors je sais plus si c'est à New York ou je sais pas où, mais enfin en tout cas il faudrait que je regarde précisément quand je ferai
la présentation de l'émission Ouais. pour dire ce que c'est. Mais quand on voit dans cette petite librairie et qu'on voit débarquer les Pixies ou PJ Harvey Ah oui. ou des choses comme ça, donc c'est dingue. Et donc là, il y a quand même une idée aussi qui est chouette comme tout, parce que c'est bien réalisé. Là, j'ai vu quelques images. Vous avez déjà une quinzaine, je crois, déjà de vidéos, et peut-être il y en a encore même qui sont cachées encore quelque part, qui ne demandent qu'à surgir. Ces sessions vidéo joyeuses aussi, qu'est-ce que c'est de proposer 2 morceaux à Françoise Breu, parce que c'est aussi, encore une fois, si Jean-Louis Aubert a pris tant de plaisir, et encore une fois, s'il a fallu appeler la sécurité pour le faire sortir, parce qu'il voulait plus sortir. Non mais blague à part, la joie aussi, j'imagine, presque enfantine pour des artistes, si on prend Françoise Breu, d'arriver aussi ici et certainement un petit cocon et de se sentir bien. Qu'est-ce que ces moments de vie là, comme ça ensemble là? Bah, c'est pour ça qu'on le fait en fait, je crois surtout. C'est parce qu'on est tous des amoureux de la musique et tous plus ou moins musiciens. Et c'était, comme tu disais tout à l'heure, Charline, une évidence. Des fois, on fait les choses, ça nous paraît évident, on a envie de les faire, alors on les fait. Et c'est pas, on n'a pas besoin pour l'atelier de les faire, mais on a envie de faire, on a envie d'entreprendre, on a envie de faire les choses. Et là, on se dit, on peut pas avoir un atelier de lutherie, recevoir toute l'année des musiciens qui ont des projets et tout ça, et pas ouvrir l'atelier à la musique, pas mettre un coup de projecteur sur la création et sur ce qui se fait un peu partout d'ailleurs. Et on avait envie de ça. Alors le Tiny Desk, c'est justement un peu une référence en effet où ils accueillent de façon très régulière des artistes d'un peu partout. Et nous on a un parti pris qui est assez proche finalement, c'est de proposer l'accueil d'artistes dans un tout petit lieu qui est l'atelier. Et de proposer des sessions qui sont un petit peu différentes de ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire un peu squelettiques, un peu dépouillées. Des versions qu'on aimerait trouver des fois sur les phases B, des versions acoustiques de certains morceaux, ou des versions où la personne est toute seule ou à deux, alors que d'habitude c'est très orchestré. C'est toujours des moments très touchants et nous c'est des très belles rencontres. Donc avec un groupe d'amis, on s'est associés, on a monté une asso qui nous aide en asso support sur le projet. Et on met en place ces sessions. Donc il y a une partie programmation où on a la chance de pouvoir programmer les artistes qu'on veut. C'est-à-dire qu'on est complètement indépendant, on n'a pas une thune, mais du coup ça nous permet aussi de faire ce qu'on veut. Donc c'est des artistes qui sont en passage au concert roman, quoi, voilà. Ça dépend. En fait, c'est des artistes que je sollicite, moi ou Nathan, en fait, qui fait partie aussi de l'asso. Généralement, c'est nous deux, on gère la prog. On les contacte parce qu'on a envie de les faire jouer, de les faire venir. Alors, soit ils sont de passage au Mans, on arrive à les attraper sur la tournée quand ils sont de passage ou en proximité, soit on les fait venir directement. Et dans ces cas-là, on essaye de programmer un concert le soir. C'est-à-dire qu'on les fait venir pour la live session et on leur propose aussi dans le package, dire on peut organiser un concert en partenariat avec un bar donc, sur le Mans. Exemple, il y a un mois, c'était Super Bravo c'est ça. que j'ai vu, et donc j'ai fait une interview après le lendemain là, place des Jacobins. Oui, donc le téléphone qui sonne, on le coupe. Et oui, par exemple, Super Bravo, super projet d'Armel et Michel. Qui est reparti avec une guitare. Oui, c'est ça, hein? Oui, qui est reparti. Qui est revenu chercher une guitare qu'il avait repérée quand il est venu en session. D'accord. Et on avait envie de les faire venir parce qu'ils ont un projet qui est super beau. Ils sortaient d'une tournée européenne assez importante. Et donc, on leur a proposé une live session dans l'atelier. Ils ont joué 3 morceaux, je crois, ou 4 peut-être. Dans l'atelier derrière l'établi, donc ça c'est pas encore sorti, ça va sortir bientôt, ça va être en cours de montage bientôt. Et puis on a calé un concert le soir, alors là en l'occurrence dans la brasserie 72, donc ils ont joué le soir aussi en public. Donc on essaie de faire ça et on essaie de développer un petit peu ça aussi avec éventuellement l'appui de bars partenaires ou de salles pour qu'on puisse faire venir des artistes d'un peu partout, parce que sur les live sessions, on avait en effet Françoise Breu qui a répondu présente. Mais qui habite en Belgique. Qui habite en Belgique, ouais. Qui habite en Belgique et qui était programmée en concert à Allonne, à l'Excelsior le soir, où elle a fait aussi la live session. Mais on a aussi Louis Jucker, qui est un musicien qui fait du folk un peu lo-fi et qui est dans un groupe aussi, Coil Guns, qui tourne bien, qui est plus rock, lui, qui est un musicien de Suisse. Stanley Brinks, ex-Herman Dune, qui lui est à Berlin et qu'on a calé sur une tournée française qu'il avait.
Voilà, des artistes, des groupes aussi, je pense à Juzu qui est sur Nantes, qui est un super groupe un peu afro, presque punk. Sam Jenkins, qui est un musicien pop folk de Manchester. Donc vraiment avec des artistes d'un peu partout. Et c'est important aussi pour nous d'avoir des artistes plutôt de la scène indépendante, alternative, qui proposent quelque chose d'un peu différent et dans des formules un peu dépouillées, quoi. Bon, avant que je pose une dernière question, on va parler tatouage. Je vois que tu en as quelques-uns. Je vois que Charline doit en avoir quelques-uns, mais elle a ses manches longues, on voit pas bien là. Mais j'ai aperçu une ligne la semaine, il y a 2-3 jours là. Toi, ce goût du tatouage, comment ce tatou des Malabars là, qui d'un seul coup se transforme là, comment ça se met en place tout ça? Je pense que finalement, tout ça, c'est lié au goût pour la création. En fait, les live sessions, c'est ça. Pourquoi on le fait? Parce qu'on a envie de mettre la lumière sur la création. J'ai toujours aussi, pareil, écrit des chansons, etc. C'est important. Et la démarche tatouage, genre, j'étais toujours intéressé par le tatouage. J'y m'y suis mis assez tard. Je ne sais même plus à quel âge j'ai commencé. Mais il fallait que ce soit lié à une démarche créative. Et finalement, là, tous les tatouages que j'ai, c'est Lionel qui les a fait, Lionel Failly, qui est un out-of-step tattoo. Ouais, qui est où? Qui est sur Paris. D'accord. Qui est mobile quand même. La spécialité des tatoueurs, d'avoir des c'est ça. Il est quand même souvent sur Paris, les derniers trappeurs. Et qui a un tatouage, lui, Lionel, très, très particulier, très atypique en fait, et c'est sa démarche et sa créativité qui m'intéressait. Est-ce que c'est pour marquer quelque chose dans le temps? C'est pour quelque chose de précis ou c'est un geste comme ça? Enfin, non, il y a quand même des choix au niveau des dessins, des formes, ça veut quand même dire quelque chose. Donc il y a une réflexion, il y a une pensée par rapport à ça. C'est des dessins qui existent, c'est toi qui réfléchis à quelque chose, dis tiens, j'aimerais quelque chose d'à peu près comme ça, qu'est-ce que tu peux me proposer? C'est vraiment une rencontre, c'est que parfois je peux avoir une idée d'un motif ou une référence à un tatouage par exemple ancien. Mais après, c'est comment Lionel, en fait, l'artiste, va le modifier, va le recréer, et ça, c'est ça qui m'intéresse, en fait, plus. C'est cette démarche-là, ce qu'on peut trouver à deux, en fait, pour faire quelque chose d'assez spécifique. Et donc, ça ressemble à pas beaucoup de tatouages qui existent et pas très tradis. Et en même temps, il y a des emprunts au tatouage old school, il y a des emprunts à l'art du début du XXe siècle. Il y a une guitare ou pas? On dirait qu'il y a une guitare, non? Oui, il y en a une guitare, mais un peu déstructurée. Ah ouais. Un peu déstructurée. Et donc, c'est tout le corps ou c'est que les bras? Charline pourrait le dire, ça, c'est tout le corps. Mais les bras, le dos, le bras, donc ça grignote de plus en plus. Ouais. Et toujours le même tatoueur, une fidélité absolue là pour ça là. Oui. D'accord. Sauf les deux premiers, les deux hirondelles. D'ailleurs, c'est 2 hirondelles, les premiers tatouages. C'était un autre tatoueur. Et c'était vraiment pour s'essayer quand on était en région parisienne. Et puis après, c'était la rencontre avec Lionel. Et c'est que Lionel après pour tout le reste. Ah bon. Donc, est-ce que tu peux rappeler son nom et son atelier peut-être? Lionel Failly, qui est... alors, il est plein de choses. Il est musicien, tatoueur, illustrateur, graphiste. Et à Paris, on peut le trouver où? Et il est à alors Paris, les derniers trappeurs. Dernier trappeur, Ménilmontant, impasse de Ménilmontant. D'accord. Et pour l'anecdote... Charline, le micro là, le micro. Et pour l'anecdote... Lionel, il n'y est pas pour rien non plus dans l'installation de l'atelier, parce qu'un jour, il est venu à la maison, il passait sur Le Mans, il est passé nous voir, et David était encore directeur dans le médico-social, et Lionel a posé la question, pourquoi tu fais ça? Qui a semé la petite graine à un moment, et qui a fait germer l'idée, mais oui, c'est vrai, pourquoi je fais tout ça alors que pourquoi n'y a-t-il pas un portrait de lui là, sur le mur? Il faut le mettre. Ah, c'est lui, d'accord. Et une guitare qu'il a tatouée. Une guitare qu'il a tatouée. Mais parce que donc l'atelier s'appelle l'atelier l'hirondelle. D'accord. Alors pourquoi l'hirondelle? Et pourquoi pas la mouette? Voilà. En fait, au tout départ, pas l'envie vraiment de créer encore un truc, guitare ancienne, guitare David Guitare ou je ne sais quoi. Donc j'avais pas envie de ça. En même temps, il est têtu, ce jeune homme. Oui, j'avais pas envie de ça. Oui, je sais ce que. Non, j'avais pas envie de David guitare ancienne ou David. Non. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est cette référence un peu quand même
Alors pour moi, ça fait référence à quelque chose d'un peu old school en fait. L'hirondelle, alors c'est aussi les premiers tatouages que je me suis fait. C'est un motif de tatouage très classique dans le tatouage old school. Mais qu'est-ce que représente l'hirondelle? C'est justement d'être libre. Là, on voit, il y a les ailes déployées. Là, il y a ce Eh côté ben, c'est comme. pas tant ça que c'est aussi les vélos l'hirondelle, les vieilles voitures l'hirondelle. C'est pour moi c'est des connotations en fait plutôt anciennes qui collaient bien à la démarche un peu artisanale et un peu aussi un peu vintage que j'avais en fait et c'était suffisamment allusif, suffisamment comment dire non étiqueté, ouais, guitare, et ça me plaisait parce que finalement, on dit pas guitare dedans, c'est l'hirondelle, mais les gens le retiennent. Et je crois que si ça avait été David Guitare ou autre chose, on aurait eu du mal à retenir le nom, alors que là, les gens le retiennent. Bon, alors pour te trouver, donc il y a Le Mans, mais Oui. il y a quand même. Donc on peut redonner l'adresse quand même. Oui, c'est 21 rue du Docteur Leroy au Mans. On reçoit sur rendez-vous uniquement pour avoir le temps de travailler, le temps de recevoir. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Ouais, il y a un numéro de téléphone. Alors est-ce qu'on peut dire le numéro de téléphone? Oui, on peut le dire, 06 79 72 90 09 pour nous contacter ou sur le mail, Voilà, sur le mail. sur ou- le site, Sur le site, c'est quoi le site de. l'Hirondelle Guitare. On Ouais. attache tout Ouais. avec LH, l'Hirondelle Guitare, guitare au pluriel, l'hirondelle-guitare.com. Bon, Et, super. Donc là, on peut aller voir le site. Le plus simple, c'est le site l'hirondelle-guitare.com et vous avez accès à l'atelier, au shop, aux live sessions. Tout est regroupé dessus, au contact. Bon, alors, le micro, Charline. Pour terminer, d'abord, bravo à vous deux, puisque vous êtes un couple. On a tous à peu près le même âge. On est tous des fois traversés par des tempêtes et on bascule ou pas. Et puis des couples explosent ou se solidifient. En tout cas, voilà. Donc, vous avez mené votre aventure encore une fois tous les deux. Donc, je trouvais ça important que Charline soit là. De la même manière que j'ai quitté le magasin de BD Bulle, et il y a aussi une femme qui est aussi derrière ce magasin aussi. Et moi, je pose toujours une dernière question. C'est tiré d'un film d'un réalisateur polonais qui s'appelle Andrzej Złowski, qui a fait L'importance d'aimer avec Romy Schneider, Jacques Dutronc, qui est un petit peu musicien. Et puis un autre film qui a pu faire aussi, qui s'appelle Possession avec Isabelle Adjani. Mais le film dont je parle là, ça s'appelle L'Anneau de bleu. C'est le dernier jour entre Frédéric Chopin et George Sand. Ils vont se quitter et à un moment, George Sand, qui était interprété par Marie-France Pizier, dit cette phrase: quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien n'a rien. Toi, Charline, comment tu as traversé ces moments de vie parfois? Ouh là là, le ciel, il a jamais été vide, je crois, en fait, pour nous, pour l'instant. On a cette chance. Quand il y a eu des tempêtes, des orages... Mais plus personnellement, peut-être, là. Tu vois, c'est une question plus personnelle, en fait. Alors, il faut que tu reformules, parce que... Bah, quand le ciel est vide Ouais. et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien n'a rien. Eh ben, moi, personnellement, ça, c'est ce qui s'est passé pour moi l'année dernière. Et à un moment donné, voilà, on est une équipe. Hein. Un couple, c'est aussi une équipe. Et David a eu les mots en me disant, mais si tu bouges pas, rien ne changera. Donc, si tu n'essayes pas, tu sauras pas si ça marche. Donc, quand mon ciel a été vide, je me suis dit, bah ouais, je vais... C'était compliqué. Et moi, c'est un peu comme une bougie. J'étais un peu comme une bougie dans un bocal, en fait. J'avais plus d'oxygène et il fallait lever le bocal pour récupérer l'oxygène. Donc là, moi, je crois que le fait de sauter là, dans le vide, j'ai des copains qui me disent, mais non, tu sautes pas dans le vide, t'as plein de parachutes, meuf. Mais c'est ça qui apporte le nouveau souffle et de se dire qu'on se lance dans l'aventure à deux, là, et qu'il va falloir... C'est une sorte de challenge, en fait, et de renouveau et de nouvelle aventure. Donc... Voilà, ça fait du bien en fait et ça redonne du sens au pourquoi on fait les choses, ce qui nous anime au quotidien. David a mis la création au centre et je crois que c'est ça aussi qui nous motive, enfin qui me motive et qui, là, la chance de pouvoir le faire à deux, de se dire on a des projets et ce qui peut germer dans ma tête, on va le partager et ce qui germe dans la tienne, on va le partager et comment on va essayer d'avancer, de créer un truc qui
à la fois simple et humain, parce que je crois que l'humanité et la rencontre, elle est au cœur de notre projet. Enfin, et simple parce que voilà, comment on accueille un Jean-Louis Aubert avec ce qu'on est, qui on est, plus simplement possible. Enfin, que ce soit Jean-Louis Aubert ou le client qui vient pour faire régler sa guitare et qui fait de la musique. Enfin, voilà, donc c'est comment on articule tout ça, quoi. Bon. David, toi, quand le ciel, est-ce que le ciel un jour a été vide et que tu comprenais plus rien à rien et que ça faisait mal là, comment on s'en sort de tout ça? Comment on traverse ces bourrasques-là? Je crois qu'il faut réussir. Enfin, je sais pas si c'était complètement vide parce qu'on a la chance d'avoir des attaches et tout ça et ça compte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de leçon vraiment à donner, parce que ça dépend vraiment de la condition de chacun, mais on a cette chance, nous, d'avoir des racines, des attaches qui sont assez stables. Mais il n'empêche qu'à un moment, on rentre facilement dans un tunnel. Moi, à un moment, j'étais dans un tunnel de boulot et on fait les choses parce qu'on sait les faire et on les fait plutôt bien d'après ce qu'on nous dit, donc on continue. Mais en fait, c'est la petite phrase de Lionel, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'à un moment, on s'abîme, on n'arrive plus à voir vraiment le jour, on fait les choses parce qu'encore une fois, on sait les faire, mais on voit qu'on prend sur soi et on va pas bien. Et se poser la question de se dire, mais pourquoi je le fais en fait? À quoi ça sert? Pourquoi je fais ça? Et aussi réussir à se convaincre du fait que, je crois, on n'est jamais bloqué en fait. On a toujours le choix. Enfin, on essaie de se dire qu'on peut avoir toujours le choix. Le choix d'apprendre un nouveau métier, le choix d'apprendre, le choix de quitter son boulot. On a le choix d'essayer, de se tromper. On peut expérimenter et se tromper. Et là, quand je me suis lancé, je me suis dit, bon, ok, je me donne 2 ans, on verra. Je risque de réussir ou je risque de me planter. Si je me plante, c'est pas grave. J'irai faire autre chose. Je trouverai du boulot. Je suis un peu courageux, donc ça devrait aller. Il suffit de traverser le trottoir. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, on se dit voilà, faut se faire confiance, on se dire je verrai la ressource pour retrouver. Et je crois que c'est ça qui nous motive, l'idée en effet, de la création, d'avancer, de pas rester trop statique et de pas se dire je suis bloqué. Non, là tu te sens pas bien dans ton boulot, bah en fait peut-être qu'il faut faire un pas de côté et si en effet tu bouges pas, bah il va rien se passer quoi. Ouais, non, mais je crois que tu l'as dit et c'est important, c'est aussi le fait d'être entouré. Oui. Enfin, je veux dire, on a nos familles qui nous entourent et qui nous soutiennent à tout point de vue. Enfin, moi, là, dans mon aventure... Oui, les amis, les copains qui y croient au début, les copains qui disent « mais si, tu pourrais », qui sont des fois indépendants aussi, parce que moi, je viens pas du milieu de l'entrepreneuriat particulièrement, donc des copains aussi qui sont dans l'entrepreneuriat qui disent « mais si, tu pourrais, tu peux essayer, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison ». Et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner de leçons, ça dépend vraiment de son entourage. Je pense que ça aide quand on a un entourage familial ou des amis qui nous soutiennent, qui disent si tu vas voir, c'est possible, tente. Ça encourage aussi à se lancer. En fait. Bon, on finira avec cette phrase qui si on est un peu perdu quelquefois et qu'on a peur de se lancer de la falaise, il y a cette phrase qui dit t'inquiète, tu as des parachutes meufs, c'est ça? T'inquiète, pas des parachutes. Bon, bah voilà, ce sera le mot de la fin. Bon, merci beaucoup. Merci. Je porterai une couronne d'été, un long collier de perles, infime et nacré, une robe de flanelle enfilée telle qu'elle, qui changerait
te chercherai dans un élan de grâce, je t'inventerai. Il y aurait des flots d'oiseaux bleus, si tu veux. Ah, 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 du vent chaud et beaucoup d'oiseaux bleus. Je porterai une couronne d'été dans un élan de grâce, je t'embrasserai. Puis là. Ok. C'était pour l'hirondelle. So, this is it. Yes, it is. Alors, j'ai beaucoup de chance. Toujours au prolongement de l'atelier L'Hirondelle, Oui. avec ses guitares magiques. Au Mans, eh bien, il y a aussi des personnes qui traversent la Manche et qui vivent en France, comme c'est le cas pour Paul, qui va dire plus son nom. Mais avant, j'aimerais, parce que ça m'a toujours marqué, il y a un chanteur qui vient d'une ville que tu adores, et ce chanteur dit lors d'un live, ce chanteur s'appelle Morrissey, et il dit Manchester, I love you, don't forget me. Yes. Alors, Paul, quel est ton nom de famille, toi? Paul Peterson. Paul Peterson, Nom ok. de famille Where Peterson. do you come from, Paul? Je viens d'une petite ville sur la côte est de l'Angleterre, s'appelle Hull, qui est directement en face de Manchester, dans une île latérale. D'accord. Ouais. Alors, on va parler de l'enfance. Ok. On va parler de tes parents. Quel était le nom, prénom de tes parents, et qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette ville? Alors, mes parents, c'était Barbara et Brian. Barbara, elle était en charge des enfants en difficulté, parce que nous, on habitait dans une cité qui s'appelle Orchard Park et North Hull, qui était longtemps, dans les années 70, réputée d'être la cité la plus violente et avec plus de crimes en Europe. Qui, je pense que c'est vrai, vu des choses que moi j'ai vu passer. Et ma mère, elle occupait des gens en difficulté, des jeunes. Et mon père, il était charpentier qui fabriquait des caravanes. Voilà. Et mon père, il était toujours un peu musicien amateur. Mon grand-père était musicien professionnel aussi. Donc je pense que le fibre musicale vient de là.
que moi j'ai transformé au fur et à mesure. Donc enfant, t'étais dans une famille où la musique était présente, hein, alors. C'était très présente. C'était la musique populaire que mes parents écoutaient à cette époque. Est-ce que tu as des souvenirs est-ce que pour t'endormir, est-ce que ta maman te chantait des chansons? Est-ce que tu as souvenir de ça? J'ai pas de souvenir de ça, De mais ça sans doute. Ouais. Sans doute, Et- quand c'est ma maman, oui. Mais en tout cas, ou alors lors de repas familiaux, est-ce qu'on sortait un instrument? Est-ce que ça chantait? Je sais pas. Plus chez mes grands-parents, ça je rappelle très bien. Il y avait toujours un piano chez mes grands-parents que ma grand-mère jouait, Côté papa, maman? côté papa. D'accord. Et mon grand-père et son frère jouaient de la banjo ensemble. Il y avait un duo, ça s'appelle les Peterson Brothers, dans les années 50 jusqu'à les années 70. Et donc oui, la musique, c'était très très présent dans la maison de mes grands-parents. Est-ce qu'on allait à l'église? Est-ce qu'on allait chanter à l'église ou pas? Non, Non. non, non, ma famille était assez, comment on dit ça en français Protestant, catholique ou... ils étaient Church of England, je pense que c'est plus le protestant D'accord. dans la traduction, mais non pratiquant. Ok. Oui. Ok. Donc du coup, la musique très très présente. Oui. Et toi, en tant enfant, qu'est-ce qui va déterminer, enfin, ce choix de musique? Pour l'instant, là, t'es batteur, mais il semblerait Oui. que tu aies d'autres cordes à ton arc, et que du coup, le plaisir d'avoir, je sais pas, on est entouré de guitares, d'avoir une guitare entre les mains. Oui. C'est venu au collège, c'est venu, enfin, je veux dire, à l'adolescence, avec les copains dans le quartier, là. C'était. J'ai commencé de la musique autour de 12 ans. D'accord. Tu es né en quelle année, toi? Je suis né en 68. 68, d'accord, ok. Oui, 68. Et donc, ouais, j'ai commencé en plein post-punk. Et pour moi, c'était au-delà de faire de la musique, c'était plus une rébellion. Je suis devenu un peu musicien. Et j'ai dit un peu musicien parce que j'étais un peu musicien au début. Plus comme rébellion que désir d'être musicien, en fait. Je pense que c'est ça. Est-ce que parce que je sais plus, je crois que je crois que quand les Sex Pistols sont passés, que je dise pas de bêtises, mais je crois que c'est quelque chose d'à peu près comme ça, qui sont passés à Manchester. Je crois qu'il y avait, Oui. il y avait le groupe n'était pas complètement formé, mais il y avait Joy Division qui était présent dans la salle. Et il y avait cette idée de dire, bah nous aussi on peut le faire, ça. C'était ça. Ouais. C'était vraiment ça. Moi, j'étais né dans cette époque où c'était la musique DIY, do it yourself, où on disait que on n'a pas besoin d'un énorme studio d'enregistrement, on n'a pas besoin d'une énorme maison de disques, et on ne veut pas être des stars. Et moi, c'était ça qui m'inspirait. Il y avait un terme inventé à cette époque, je pense que c'était Malcolm McLaren, c'était Kill Your Idols. Et je tiens à ça. Même aujourd'hui, je pense que j'ai passé ma carrière musicale avec ce concept que fais toi-même et pas pour le business. Bon, en tout cas, il y a l'adolescence, parce que donc la ville où tu habites, elle est à combien de kilomètres de Manchester? 200 km. 200 Ouais, kilomètres, donc 200 c'est pas kilomètres. très loin. C'est presque Le Mans-Paris, à quelque chose près, je crois. C'est ça. Hein, En, quelque chose en près. fait, cette partie d'Angleterre, c'est le nord d'Angleterre, Manchester, Leeds, York, Hull, c'est un petit peu, c'est un ceinture qui était extrêmement pauvre dans les années 70, quand moi j'étais enfant, et dans les années 80, où j'ai commencé vraiment à jouer professionnellement. Et cette ceinture-là, c'était extrêmement productive dans l'art, dans les films, dans la musique. Et je pense que c'était grâce à cette pauvreté aussi. Parce que quand il y a la pauvreté, dit créativité. Alors, est-ce tu as fait des études déjà, enfin, le côté où un peu les parents s'inquiètent et disent il faut que tu trouves un métier sérieux, Paul? J'étais poussé à faire des études parce que... Allez, Tu as des frères et sœurs, Paul? j'ai un petit frère, il a 3 ans. Il s'appelle comment? Il s'appelle Marc. Lui aussi, il est dans la musique, il est technicien, il fait des décors pour des films et il travaille pour l'Opéra du Nord de l'Angleterre aussi. J'ai pas fait des études tout de suite. En fait, j'ai quitté l'école très très vite, à 16 ans, pour jouer professionnellement dans les groupes. Et j'ai tourné jusqu'à 30 ans, vraiment tous les jours.
c'était tous les jours. À cette époque-là, il y avait beaucoup de Ouais. concerts. En fait, c'est ça, je crois qu'il y a une grosse différence entre la France et l'Angleterre. Oui. Ça, c'est très bien. Je suis content d'être avec toi parce que tu vas pouvoir nous en parler, mais de cette culture de jouer dans des bars Oui. et qu'il y a de la musique tout le temps, tous les soirs, enfin, n'importe où, quoi. Oui. Donc voilà, donc très vite, en fait, ce qui était chouette, c'est que donc tu t'apprends un instrument. Est-ce que c'était difficile d'acheter un instrument, d'ailleurs? Tu parles, je sais pas, le contexte familial, s'il y avait... J'ai poussé mon père, vraiment poussé. J'ai voulu une batterie. Et il dit allez, jouer l'harmonica, c'est beaucoup plus facile à transporter. Et donc, non, batterie. Et Tu joues à la maison? j'ai joué à la maison et j'avais la chance, mon tout premier groupe avec quelqu'un qui s'appelle Phil Dolan, qui joue toujours. Sa mère était manager d'un centre pour les résidents de grand âge. Et il y avait un grand majorité qui était sourd. Et donc, nous, on jouait là parce que ça a dérangé personne. Et donc, notre salle de répète, c'était dans une maison de retraite, presque. Donc toi, c'est batterie, hein, c'est ça, hein? Toujours C'était batterie. à cette époque-là, c'était batterie. D'accord. Oui. Quand on va aller un peu plus vite, mais quand tu joues, tu m'as dit que tu as joué en première partie, plusieurs premières parties des Stone Roses. Oui, ouais. Alors, c'est comment on les rencontre? C'est un label? C'est des amitiés, hein? C'était un lieu, il y a un lieu assez mythique qui existe toujours à Hull, s'appelle The Adelphi Club. Et cet lieu-là, il est ouvert en 84. Moi, j'ai joué dans les premières semaines où c'était ouvert. Et tous les groupes de notoriété depuis 84, ils ont tous joué là. Radiohead, Oasis, The Stone Roses, tout le monde, ils ont passé là parce que c'était ouvert 7 jours sur 7. Et donc alors si on peut s'imaginer un peu ce que c'est, Paul, c'est quoi? C'est un peu comme en bas là, au 72. C'est quoi? Il y a un bar et mais c'est un bar, mais c'est surtout une salle de concert, ou comment ça se mélange tout ça, le bar, la salle de concert? À l'époque, parce que ça a changé récemment, il y avait un refarbissement. À l'époque, il y avait une toute petite bar devant et une salle de concert derrière qui était vraiment pas grande. C'était la taille d'une maison. Et donc, capacité peut-être 200, mais à bloc. C'était vraiment à bloc. Comme des sardines, là, tous serrés les uns sur les autres. On sentait le sueur qui tombait du toit, de plafond. Et c'était extraordinaire de voir des groupes là qui commençaient, comme Oasis, comme Radiohead, pour nommer que les plus connus aujourd'hui. C'était une époque assez énorme. Bon, alors le plaisir de jouer dans un groupe, parle-nous de ça, cette joie là, comme ça. Oui, pour moi c'est primordial. Avant une vente d'un produit comme des disques, avant tout, c'est la résonance. Moi qui me fait vibrer, c'est ça. C'est pas pour rien que je dis vibrer, c'est comment ça résonne en soi. Et trouver notre voix, je pense que pour moi c'était long à trouver ma voix. Et quand j'ai dit au début que j'ai tombé dans la musique pour Rebellion, c'était vraiment ça. Après, j'ai trouvé cette vraie plaisir de jouer de la musique, mais pour moi. Et ça reste toujours... D'abord, j'ai fait une musique pour moi. Si ça me plaît, si ça me fait vibrer, et si ça fait vibrer en personne, j'ai joué aussi. Ok. Quand tu es en première partie des Stone Roses, le nom de ton groupe, c'est quoi? J'hésite. Je pense que c'était Moloko. Moloko. Oui. Ok. Mais il y a des disques qui sont sortis, quoi? Il y avait à l'époque, c'était des cassettes. On sortait des d'accord. cassettes exprès pour pas faire des disques parce que les disques c'était pour les grands. Oui, peut-être trop cher aussi. Et nous, et parce qu'on jouait tout le temps, on vivait bien avec le petit argent parce que c'était 7 jours sur 7. Et on vivait avec l'argent des concerts et des ventes de cassettes. D'accord. Et récemment, 2010, il y avait des vinyles qui étaient sortis 30 ans plus tard. Incroyable. Ouais. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autres groupes en plus que tu as joué dans différents groupes, ou tu es resté J'ai joué dans beaucoup de groupes. D'accord. J'oublie presque des tout, noms. D'accord. J'ai joué tellement. Ça, c'était en Angleterre. Et comme j'avais dit, j'ai refait mes études en fait. Parce qu'à cette époque-là... À quel âge tu refais tes études, J'ai Paul? refait mes études
autour de 30 ans. D'accord. Parce que j'étais musicien professionnel, j'ai joué tout le temps dans les groupes de punk de Donc tu as sillonné quoi? Toute l'Angleterre, l'Irlande, l'Angleterre, et après Irlande, l'Écosse, Allemagne, ouais, toute l'Europe. Europe aussi. Ouais. D'accord. Et à cette époque-là, c'était possible. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus dur de faire ça. Et donc, j'étais musicien, mais à un moment donné, je me suis retrouvé où j'étais plus camionneur que musicien parce que c'était tous les jours. Et on n'avait pas de luxe de faire des hôtels, etc., etc. Et donc, j'ai quitté temporairement, je n'arrive pas à dire ce mot en français, et j'ai refait des études en beaux-arts. Et à cette époque-là, le beaux-arts que moi j'ai choisi, c'était plus Alors dans quelle ville? Manchester? à Hull, À Hull, d'accord. the Ok. University of the Lincolnshire and Humberside. Et c'était très très particulier comme cours de beaux-arts. C'était plus dans tout ce qui est performance, art visuel, film, des installations sonores, des installations avec des films. Tout ça, c'était avant que la vidéo, autant que telle, a vraiment arrivé, ni les ordinateurs. Et c'était plus punk que punk. Même mes profs à l'époque, un en particulier où j'ai toujours mis, il s'appelle George Saxon. Lui, il faisait des films de beaux-arts. Il était aussi dans les groupes industriels, un qui s'appelle Test Department. Et il faisait des énormes installations films à Japon, à Londres, avec un collectif qui s'appelle Housewatch. Et parce que j'étais déjà un étudiant à 30 ans, il avait que 10 ans de plus de moi, on est devenus potes et on faisait plein de choses ensemble, des performances, des films, etc., etc. Et quand j'ai quitté l'université, j'ai mélangé la musique avec ce type des choses que j'ai appris. Le visuel et la visuel musique. et ouais. des installations sonores. Tu rencontres quand enfin, je sais pas si tu es marié ou ta compagne française. Enfin, Oui. comment une Française traverse elle aussi l'Atlantique et se retrouve. Enfin, qu'est-ce qui fait que Jesus décide d'un seul coup de mettre Oui. le doigt sur ta tête et sur la sienne à elle et puis boum. C'est ça. J'ai rencontré ma femme qui est française. Elle est née à Cachan, en France. Et elle a fait des études en Angleterre, dans ma ville. C'était à l'époque, ça s'appelait Erasmus. je L'Erasmus, crois. oui, bien sûr, toujours. Oui. Et donc, elle était dans ma ville. Moi, j'ai joué dans un resto pour un anniversaire d'un pote, parce que c'est rare que j'ai joué dans ce type de lieu. Et elle venait avec ses potes de l'université. Et on se rencontre là. Et quelques mois plus tard, on était ensemble et on ne s'est jamais quittés. On est toujours ensemble. Elle faisait ses premiers pas en Angleterre. Elle travaillait en Angleterre, ses premiers travaux, pas en France. Et elle restait 11 ans avec moi. En Angleterre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on quitte un pays pour aller dans un autre pays, quoi? Et donc, dans la chronologie, c'était quoi en premier? Donc, moi, j'ai commencé mes études. Elle travaillait, ses premiers travaux en Angleterre. Et quand j'ai fini mes études de beaux-arts, elle a une offre de quitter Hull pour travailler soit aux États-Unis, soit à Manchester, soit en France, au Mans. Et pour une boîte, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Et donc, nous deux, on décide ensemble de tester comment c'est la France. Et j'arrive ici, et tout de suite, j'ai retrouvé des travails à Paris, dans les groupes, un s'appelle les Porte-Manteaux, Ah oui, d'accord. qui Ouais. avait des tubes dans les années 80. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc, j'ai travaillé brièvement avec eux, en tant que batteur, parce que c'était pas mon passion, parce que j'avais fait des beaux-arts, hein, et je voulais faire plus des choses expérimentales et des expos de beaux-arts que j'ai commencé à faire en France. Et après, il y avait toute une autre vie de théâtre, de films, de la danse contemporaine. Voilà, parce que depuis donc 25 ans. j'ai interrogé la compagnie Marie l'Enfant, Oui. et tu composes aussi des fois de la musique pour Oui, ouais. pour Marie, quoi. Ouais, depuis, je ne me rappelle plus, peut-être depuis 13 14 D'accord, donc t'es 15 ans, arrivé en France en quoi, en 2000, ouais, quelque chose, 2001, d'accord. Et oui, tu penses que 2007, j'ai rencontré Marie à Avignon, au D'accord. Festival d'Avignon, parce Ah ouais, que j'étais avec incroyable. une autre compagnie, qui s'appelle ouais. la compagnie Jamais 203, où on fait des spectacles, des ciné-spectacles, on va Mhm. dire. Et on se rencontre à Avignon avec Marie
et Thierry Mabon. Et directement, on commence à travailler. Et donc, j'ai fait 5 spectacles avec eux. On a travaillé aux États-Unis, au Maroc ensemble. Des très, très belles souvenirs de tout ça. Et j'ai joué aussi avec Thierry Mabon, le bras droit de Thierry, que j'ai Marie. rencontré aussi. Oui. Et j'ai joué dans des groupes avec lui, un groupe de noise, ça s'appelle Plaisir. On a joué en Angleterre, en France, et un duo plus performatif, très 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 dans l'abstraction. Ça s'appelle Paul Ritty aussi, qu'on continue de temps en temps. Voilà. D'accord, donc 1000 vies, quoi. 1000 vies, oui, 1000 vies. Incroyable. Ouais. Donc là, on se retrouve toujours, on est toujours dans l'atelier, là, Oui. avec l'atelier de David, donc l'Hirondelle. Oui. Alors, vous rencontrez comment? Parce qu'il y a aussi la passion commune qui est la musique et bien évidemment les instruments de musique. Tout à fait. Voilà, et puis ça va plus loin puisqu'il y a un groupe qui a été formé. Oui, j'ai joué avec David, ça s'appelle Capitaine. Et j'ai rencontré David, je crois, il y a ça 12-13 ans. Ah aussi, j'ai d'accord. acheté du matériel à lui quand il avait toujours son... Quand elle est dans sa cuisine. Dans sa maison, dans sa cuisine. Voilà. Et on se rencontre et on sympathise. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup autant qu'humain et dans son éthique de travail. Quand vous construisez une chanson, comment ça Oui. se passe, Paul? C'est très particulier et ça fonctionne super bien. Parce que pendant longtemps, on était dans des expérimentations, dans les impros, et maintenant, on construit vraiment des chansons, qui est nouveau pour moi. Ça vient toujours... L'idée de base vient de David. Il a une idée mélodique, et il chante en yaourt. Il chante n'importe quoi, et moi, je prends ces paroles, et je transforme donc maintenant c'est que en anglais, et je transforme ce que j'entends. Donc il y a une partie intellectuelle qui se met en route, mais je laisse vivre l'inconscient aussi. Et donc c'est assez automatique, j'écris ce que j'entends dans sa voix, même s'il lit rien particulier. Et petit à petit ça se construit, et il y a des choses très étonnantes autant que paroles. C'est très symbolique qui sort. Est-ce que toi, tu crées aussi Enfin, je sais pas si vous faites des petits clips ou des choses visuelles, parce que comme tu as travaillé avec les Beaux-Arts... Oui, on a fait... pendant les confinements, j'étais très productive pour ça, avec des films faits dans ma maison, dans la jardin. Qu'on peut voir sur YouTube, des choses comme ça? Très bien. En fait, j'ai dit ça, mais je pense que j'ai tout enlevé, parce qu'on va refaire des choses. Bon, bientôt, il y aura quelque chose en tout cas. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Est-ce que c'est toi aussi qui participe, bien, je crois que oui, un petit peu, pour les live sessions, là, oui. Quand les artistes viennent dans l'atelier? Oui, normalement, je ne suis pas toute seule, mais normalement, c'est moi qui fais tout le son. D'accord. Et avec David, on a un peu fait la direction artistique, c'est-à-dire qu'on travaille qu'avec des vieux caméras, parce qu'on voulait que ça soit accessible. Moi, quand je regarde des choses, j'ai envie de savoir comment c'est fait. Et aussi, j'ai envie de donner envie aux jeunes de faire des choses à eux-mêmes. Et donc, c'est assez politique. Il y a un type de caméra, c'est des vieux Canon, avec des objectifs vintage qui coûtent vraiment pas cher. Et donc ça aussi, c'était un choix à nous de faire avec un moyen de bord abordable. Bon, hors micro, on parlait de Manchester. Oui. Avant de se quitter, tu m'as dit s'il y a un endroit où je voudrais retourner, ce serait Manchester. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un endroit, s'il y a forcément des gens qui vont nous écouter, qui vont se rendre à Manchester, est-ce qu'il y a un endroit que tu adores et tu te dis là c'est là qu'il faut aller, je sais pas, un parc, je sais pas, un magasin ou quelque chose Non, je peux pas dire parce que tout est beau à Manchester. Il y a tellement, je pense que c'est aussi pour ça. Le charme de Manchester, c'est que un lundi soir au mois de novembre, on peut choisir. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Est-ce que j'ai envie de sortir voir du théâtre, un film de beaux-arts, un groupe de punk, un groupe de jazz, et tout est là. C'est ça la beauté. Est-ce que j'ai passé aussi une heure en tout cas, mais j'ai beaucoup aimé je crois que c'est le musée national il y a un musée d'art à Manchester. Oui, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Il y a des œuvres magnifiques Oui. dans ce lieu-là, quoi. Ouais.
Enfin Ouais. voilà, donc il y a plein de choses à découvrir à Manchester. Voilà. Bon bah écoute, Paul, on va suivre attentivement là ce que vous créez avec David. Hein. Oui. Voilà. Ok. Et Ouais, puis tiens, avant de se quitter, est-ce que Oui. tu veux dire, je sais pas, dire quelques mots en anglais qui te passeraient par tête, des choses que tu voudrais dire, je sais pas. Okay, yes. With age comes a great sense of looking at your own life. And I think when I look at my own life, there's a few phrases that come to mind that I'd like to pass on to people is be yourself, question everything, be calm, be nice to each other, and love. Bon, magnifique, on finira avec le mot love. Yes. Merci Paul et see you soon. See you soon. Thank you. Last night I dreamt that somebody loved me. No hope, no harm, just another false alarm. Last night I felt real arms around me. No hope, no harm, just another false alarm. So tell me how long before the last one. And tell me how long before the right one. This story is old, I know, but it goes on. This story is old, I know, but it goes on. And it's a goes it's a goes it's a goes Don't forget me. I love you. Goodbye. Vous avez pu entendre les Pixies avec There Goes My Gun. Super bravo avec
Les Oiseaux Bleus, encore une fois, la live session à l'Hirondelle Guitare, 21 rue du Docteur Leroy au Mans. Voilà. Et puis Morrissey avec Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me. Alors, vous pouvez retrouver donc l'atelier guitare, 21 rue du Docteur Leroy au Mans, et je vous donne le numéro de téléphone, le 06 79 72 90 09. Alors, entretien Fabien Heck, prise de son Melville Bellet, musique Adrien Desarrojo, visuel Stéphane Perrault, photographe Philippe Lévy. Ah, que la Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir, et vous dit à bientôt, et vous dit qu'il existe aussi un podcast spécial Super Bravo, voilà, à découvrir sur YouTube ou sur toutes les plateformes.